Cordelia se tenait près de la fenêtre du salon, observant la rue à travers le fin voilage de mousseline des rideaux. Le soleil de mai inondait que les pavés de Mayfair, transformant le Londres matinal en une myriade de reflets dorés sur le vernis noir des équipages et les heurtoirs de portes en cuivre poli. Quelque part dans la maison, une horloge sonna 11 coups. Il devait arriver à 11h30. Elle passa la main sur le corsage de sa robe, une mousseline lilas pâle à la taille haute et aux courtes manches bouffantes, ornées d'un ruban de satin. Les tenues de deuil appartenaient au passé. 2 ans, c'était suffisant pour que la société cesse d'attendre d'elle un chagrin éternel. Suffisant pour qu'elle-même cesse de faire semblant. Le duc de Clermont était mort de la fièvre dans leur domaine de campagne 2 ans plus tôt. Cordelia avait 24 ans, lui 51. Leur mariage avait été respectueux, paisible, dépourvu de passion, mais non de bienveillance. Il la traitait comme une précieuse acquisition. Il lui accordait sa liberté, ne cherchait pas à sonder son âme, la laissait gérer la maison et les finances. Elle l'en remerciait en silence. Comme on remercie pour un toit au-dessus de sa tête quand on sait que les choses que ses oreilles ont pu être bien pires. Mais les sentiments qu'il a déchirés dans ta présent n'avaient rien à voir avec la gratitude. Cordelia s'éloigna de la fenêtre et traversa la pièce. Le salon était décoré dans des tons pastels, murs crème, meubles en chêne clair, tissus d'ameublement couleur sauge. Sur la cheminée, des vases en porcelaine contenaient des narcisses et des tulipes blanches, leur parfum se mêlant à l'odeur du pain frais qui montait de la cuisine. Tout était impeccable. Elle y avait veillé personnellement. Elle avait invité Julien sous un prétexte, discuté des affaires de la société de bienfaisance qu'ils parrainaient tous les deux. Une raison formelle, qui n'attirerait pas les commérages. Mais la véritable raison était tout autre. Cordelia était lasse d'attendre. Elle attendait depuis 2 ans. Elle avait attendu la fin de son deuil. Attendu qu'il vienne à elle de lui-même, avec un bouquet, une proposition, ou ne serait-ce qu'une allusion au fait qu'il voyait en elle plus que la simple veuve de son ami défunt. Elle surprenait ses regards lors des réceptions, remarquait comment il s'attardait près d'elle un peu plus longtemps que nécessaire, comment ses doigts effleuraient son coude lorsqu'il l'aidait à descendre de voiture, comment sa voix se faisait plus basse lorsqu'il se retrouvait seul. Mais jamais il n'avait franchi la ligne. Julian Hartley, marquis de Penhurst, était un homme d'une maîtrise de soi impeccable. 32 ans, grand, les cheveux sombres toujours coiffés en arrière, avec une précision presque pédante. Ses yeux bruns n'étaient ni froids ni entièrement ouverts. Il savait écouter, savait se taire et savait garder ses distances, avec un art si consommé que cela passait pour de la courtoisie plutôt que de la froideur. Cordelia le connaissait depuis 6 ans. Ils s'étaient rencontrés peu après son mariage. Julien était un ami du duc, l'un des rares, qui ne la considérait pas comme une parvenue ayant épousé un titre. Il venait à Claremont House, dînait avec eux, parlait du Parlement, de chevaux, de livres. Au début, Cordelia ne le remarquait pas. Puis elle commença à le remarquer. Et enfin, elle comprit qu'elle attendait ses visites, plus que tout autre événement de sa vie bien réglée. Elle était tombée amoureuse discrètement, presque sans s'en rendre compte. Comme on tombe amoureux d'une musique que l'on écoute chaque soir. On réalise soudain que sans elle, la maison était vide. Mais Julien était trop noble pour se permettre quoi que ce soit tant qu'elle était mariée. Et après la mort du duc, il était trop prudent pour se hâter. Ou trop indifférent. Cette pensée lui venait de plus en plus souvent, et Cordelia la haïssait. Mais aujourd'hui, elle était décidée à connaître la vérité. Le bruit des roues sur les pavés la fit se retourner. Un équipage bleu foncé, arborant les armoiries des Penhurst, s'arrêta devant le perron. Cordelia prit une profonde inspiration, lissa les plis de sa jupe et s'assit dans un fauteuil près de la cheminée. Elle ne devait pas rester plantée à la fenêtre comme une jeune fille attendant son amoureux. Elle était duchesse, maîtresse de maison, une femme habituée à se maîtriser.
Mais quand la porte du salon s'ouvrit et que le majordome annonça « Le marquis de Penhurst, votre grâce », son cœur battit si fort qu'elle faillit porter la main à sa poitrine. Julien entra et la pièce sembla soudain plus petite. Il était vêtu simplement une redingote vert foncé, un gilet gris clair, une cravate blanche impeccable. Aucune extravagance, aucun luxe ostentatoire. Mais il y avait dans sa posture, dans sa façon de se mouvoir, une élégance naturelle qui éclipsait toute parure. « Votre grâce », dit-il en s'inclinant. Cordelia se leva et lui tendit la main. « Marquis, je vous remercie d'avoir trouvé le temps. » Il prit sa main gantée de fins chevreaux et effleura brièvement de ses lèvres les jointures de ses doigts. Le contact ne dura qu'une seconde, pas plus. Mais il sembla à Cordelia qu'elle sentit la chaleur de son souffle, même à travers le tissu. « Je suis toujours heureux de me rendre utile, » dit-il en se redressant. Sa voix était basse, calme. « Vous avez mentionné dans votre lettre les affaires de la Société d'aide aux orphelins ? » « Oui, je vous en prie, asseyez-vous. » Elle désigna le fauteuil d'en face et se rassit. Le majordome sortit sans un bruit, refermant la porte derrière lui. Un silence s'installa dans le salon, non pas gênant, mais dense, comme si l'air s'était épaissi entre eux. Cordelia regardait Julien et songeait qu'il n'avait presque pas changé au fil des ans. Les mêmes traits nets, le même léger pli entre les sourcils quand il était pensif. Seules de fines ridules étaient apparues au coin de ses yeux et quelques fils d'argent à ses tempes. Cela lui allait bien. « J'ai reçu le rapport de Mrs. Collins », commença Cordelia en sortant une feuille de billet de papier plié d'un coffret sur la table. « L'orphelinat a besoin d'être agrandi. Il y a de plus en plus d'enfants chaque mois, et l'espace manque. » Julien prit la lettre, parcourut les lignes du regard. Cordelia l'observait. La façon dont il plissait légèrement les yeux en lisant, ses longs doigts tenant le papier. Elle remarqua une petite tache d'encre sur sa main gauche. Il avait dû écrire le matin même, sans s'en apercevoir. Ce détail, pour une raison obscure, l'émut plus que de raison. « La somme est considérable », dit-il enfin en levant les yeux. « Mais la cause en vaut la peine. Je suis prête à verser ma part. Je propose également de nous adresser à Lord Templeton. Il a récemment manifesté de l'intérêt pour les œuvres de charité. » « Je vous remercie, » acquiesça Cordelia. « C'est ce que je ferai. » Une pause. Julien posa la lettre sur la table et se cala dans son fauteuil. Son regard parcourut la pièce, s'attarda sur les vases de fleurs, puis revint sur elle. « Comment vous portez-vous, votre grâce ?» demanda-t-il. Et il y avait dans sa voix quelque chose de nouveau, de la prudence ou de la sollicitude. La saison bat son plein. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué par les réceptions. Cordelia sourit, un léger sourire de salon, derrière lequel on pouvait tout cacher. Fatigué ? Non. Plutôt, je m'ennuie. Il haussa un sourcil. Vous vous ennuyez au bal de Lady Worthington. On dit qu'elle s'est surpassée cette année. Ah oui ? Dit Cordelia en inclinant légèrement la tête. Le champagne coulait à flots, l'orchestre s'a joué jusqu'à l'aube, et les commérages pourraient alimenter les conversations pendant 1 mois, comme d'habitude. C'est précisément pour cela que c'est ennuyeux. Julien ne répondit pas tout de suite. Il la regardait avec cette attention particulière, cet air scrutateur qui la mettait toujours mal à l'aise, comme s'il voyait plus de choses qu'elle n'aurait voulu en montrer. « Vous avez changé, » dit-il enfin, à voix basse. Le cœur de Cordelia manqua un battement. « Changé ?» répéta-t-elle, s'efforçant de garder un ton léger. « En quel sens ? Je ne sais pas, » dit-il en passant la main sur l'accoudoir, pensif. « Vous êtes devenue différente, plus assurée peut-être, ou plus résolue. Avant, vous écoutiez plus que vous ne parliez, tandis que maintenant... » Il s'interrompit, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. Cordelia sentit quelque chose se nouer en elle. C'était le moment.
Elle pouvait laisser passer, détourner la conversation vers un sujet anodin, ou elle pouvait faire un pas dans le vide. Tandis que maintenant, demanda-t-elle plus bas, le regardant droit dans les yeux. Julien se taisait. Une lueur traversa son regard, du trouble, de l'hésitation. Il expira lentement et détourna les yeux. « Maintenant, vous semblez plus libre, dit-il enfin. Et cela vous va bien, un compliment. Léger, mondain, sans danger. Mais dans la façon dont il l'avait prononcé, il y avait une fissure, à peine perceptible, mais suffisante pour que Cordelia comprenne. Il ressentait la même chose qu'elle. Simplement, il ne se l'autorisait pas. Elle se leva. Julien se leva aussi, par automatisme, comme l'exigeait l'étiquette. Pas plus de 3 pas ne les séparaient. « Julien », dit-elle, et son nom sans titre résonna de façon presque intime. « J'ai une question à vous poser. » Il se figea. Une lueur de méfiance apparut dans ses yeux. « Je vous écoute. » Cordelia fit un pas en avant. « Yeah. » Puis un autre. Un mètre à peine les séparait désormais. Une proximité indécente au regard des convenances. Mais elle se moquait des convenances. « Pourquoi gardez-vous encore vos distances ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi venez-vous quand je vous appelle? Me parlez-vous, me regardez-vous, mais sans jamais faire un pas de plus ?» Julien pâlit. Sa mâchoire se contracta, et Cordelia vit une veine battre rapidement sur son cou. « Votre grâce ?» Cordelia le coupa-t-elle. « Appelez-moi Cordelia. Nous nous connaissons depuis assez longtemps, ne trouvez-vous pas ?»« C'est déplacé, » dit-il d'une voix plus dure. « Vous êtes veuve depuis peu. Je ne peux pas. »« 2 ans, » l'interrompit-elle. « 2 ans, Julien. Le deuil était terminé depuis longtemps. La société a cessé de murmurer dans mon dos. Alors, qu'est-ce qui vous retient ?» Il garda le silence, et dans ce silence, il y avait une telle tempête que Cordelia comprit qu'elle avait touché juste. « Je ne suis pas l'homme que vous cherchez, » lâcha-t-il enfin, détournant le regard. « Comment savez-vous qui je cherche ?» Cordelia, dit-il en la regardant de nouveau, et il y avait une telle douleur dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. »« Quoi ?» murmura-t-elle. « Ne pas dire la vérité, ou ne pas vous demander d'être honnête. » Julien serra les poings. Sa respiration s'accéléra, et Cordelia voyait bien qu'il luttait contre lui-même. Elle s'approcha encore, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Dites-moi, ce moment-là, que je me trompe, » murmura-t-elle. « Dites-moi que pendant tout ce temps, j'ai tout inventé, que vous ne ressentez rien, et je vous laisserai tranquille, pour toujours. » Il la regardait de bas, et son regard était inondé d'émotions qu'il ne pouvait plus cacher. Colère, désespoir, désir. « Vous ne vous trompez pas, » dit-il d'une voix rauque. « Bon sang, Cordelia, vous ne vous trompez pas. Mais cela ne change rien. Pourquoi ? » « Parce que j'ai donné ma parole, » expira-t-il, « à Edward, votre mari. Je lui ai promis, avant sa mort, que je prendrai soin de vous, que je ne laisserai personne vous faire de mal. Mais je n'ai pas promis. Je n'avais pas le droit. » Il s'interrompit et passa une main sur son visage. Cordelia se figea. Tout se renversa en elle. « Vous avez promis de prendre soin de moi, » répéta-t-elle lentement. « Mais pas de m'aimer ?» Julien ne répondit pas, et ce silence était une réponse en soi. Elle fit un pas en arrière, sentant la fureur monter du plus profond d'elle-même. Non, pas la fureur, de la rancœur, une rancœur profonde et cuisante. « Vous êtes sérieux ?» Sa voix tremblait. « Vous renoncez à ce que vous ressentez pour une absurde question de noblesse d'âme. Edward est mort, Julien, il est parti. Et je ne suis plus sa femme. Je suis libre. Mais vous avez décidé que j'étais une sorte de relique sacrée, intouchable. Ce n'est pas ça. Alors quoi ?» Elle fit de nouveau un pas vers lui, sans se retenir. « Dites-le-moi. Parce que je suis lasse de deviner, lasse d'attendre.
lasse de prétendre que cela m'est égal. Julien la saisit par les épaules, brusquement, presque brutalement. Ses deux doigts s'agrippèrent au tissu des manches, et Cordelia eut un hoquet de surprise. « Vous croyez que c'est facile pour moi ?» Sa voix était basse, haletante. « Vous croyez que je n'en ai pas envie ? Chaque fois que je vous vois, je... » Il se tut, serra les dents, et son regard tomba sur ses lèvres. Cordelia cessa de respirer. Une seconde, 2, une éternité. Puis Julien la lâcha brusquement et recula, comme s'il s'était brûlé. « Pardonnez-moi, dit-il d'une voix sourde. Je n'aurais pas dû, c'était inadmissible. » Il se tourna vers la porte, mais Cordelia réussit à l'attraper par la manche. « Ne partez pas, murmura-t-elle. Je vous en prie. » Julien s'immobilisa sans se retourner. Son dos était tendu comme une corde. « Je le dois, » répondit-il doucement. « Parce que si je reste, je ne pourrai pas me retenir. » Et il partit. Cordelia resta debout au milieu du salon, fixant la porte fermée. Ses mains tremblaient, sa respiration était courte, et un tel tumulte l'agitait, qu'elle ne savait si elle devait pleurer ou crier. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. 4 jours passèrent, et Cordelia ne reçut pas un mot de lui. Ni billet, ni carte de visite. Pas même une rencontre fortuite dans le parc ou chez le libraire de Piccadilly, où elle s'était délibérément promenée 3 jours de suite dans l'espoir de le croiser. Julien semblait s'être volatilisé. Elle savait qu'il était à Londres. Elle avait vu son équipage près du Parlement en passant. Il l'évitait donc intentionnellement, et cela la mettait plus en colère encore que sa fuite du salon. Assise à son secrétaire dans son boudoir, Cordelia contemplait une enveloppe crème ornée d'un blason en relief. Une invitation de Lady Elizabeth Marlborough pour un dîner dans son domaine de campagne. Un événement très sélect. 15 invités seulement. Un souper raffiné, une promenade dans les jardins. Elizabeth était réputée pour son goût et son talent à réunir des gens intéressants. Et Cordelia savait pertinemment que Julien y serait. Elizabeth l'avait mentionné en passant, lors de leur rencontre à la réception de la comtesse de Devonshire 2 jours plus tôt. « Le marquis de Penhurst a promis de venir », avait-elle dit en ajustant son éventail. « Vous savez, il se montre si rarement à ce genre de réunion. Mais je l'ai convaincu. J'espère que vous ne me refuserez pas non plus ce plaisir, ma chère duchesse. » Cordelia avait accepté sans hésiter. À présent, elle relisait l'invitation pour la 3e fois, peaufinant son plan. Julien voulait garder ses distances ? Parfait. Elle lui accorderait cette distance. Mais en même temps, elle lui montrerait ce qu'il fuyait. Elle se leva et se dirigea vers sa garde-robe, où sa femme de chambre, Mary, avait déjà disposé plusieurs robes. « Laquelle, votre grâce ?» demanda Mary en désignant les tenues. Cordelia fit glisser sa main sur les tissus. Un satin rose pâle avec des broderies, trop innocent. Un velours bleu nuit, trop austère. Son regard s'arrêta sur une robe couleur aiguë marine, une nuance profonde de bleu-vert, en soie légèrement chatoyante. Taille haute, courte manche ballon, un décolleté pas trop plongeant mais suffisant pour mettre en valeur la ligne de son cou et de ses épaules. Élégante, mais pas provocante. Celle-ci, décida-t-elle. Mary acquiesça avec approbation. Excellent choix, milady. Avec les perles? Non. Le collier d'émeraude. Celui qui vient de la grand-mère du duc. Mary haussa les sourcils mais ne dit rien. Les émeraudes étaient trop voyantes pour un événement en journée, mais Cordelia n'en avait cure. Elle n'avait pas l'intention de passer inaperçue. Le domaine des Marlborough se trouvait à 1 heure de Londres, dans une région pittoresque de collines et de chênaies. La demeure principale était de style élisabétain. Briques rouges, hautes fenêtres, murs couverts de lierre. Lorsque Cordelia arriva, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de tons pêche et rose. On l'accueillit dans le hall, vaste, avec un sol en marbre,
et un large escalier menant à l'étage. Lady Elizabeth descendit à sa rencontre, tout sourire. C'était une femme d'environ 45 ans, aux cheveux châtains grisonnants, à l'esprit vif et dotée d'une étonnante capacité à lire les gens. « Cordelia, ma chère !» l'embrassa-t-elle sur les 2 joues. « Comme je suis heureuse que vous ayez pu venir. Vous êtes ravissante. Cette couleur vous va à merveille. » Je vous remercie, Elisabeth. Votre maison est toujours aussi belle. Vous me flattez. Venez. Les autres invités sont déjà réunis dans le salon bleu. Nous servons l'apéritif avant le dîner. Cordelia la suivit, sentant son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas si elle était prête à voir Julien, mais il était trop tard pour reculer. Le salon bleu portait bien son nom, les murs étaient tendus de soie couleur ciel d'été, les meubles en noyer foncé, les tableaux dans des cadres dorés. Près de la cheminée, quelques personnes tenaient des verres. Le comte de Holborn et sa femme, le vicomte de Somerset, Miss Louisa Baker, et la jeune veuve Mrs. Catherine Grey. Et Julian. Il se tenait près de la fenêtre, un verre de vin à la main, discutant avec Holborn. Mais lorsque Cordelia entra, il leva les yeux et se figea. Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et Cordelia sentit l'air s'alourdir. Elle vit ses doigts se crisper sur le pied de son verre. Elle le vit déglutir. Elle vit son regard glisser sur sa robe, s'attarder sur les émeraudes, puis revenir à son visage. Elle sourit, un sourire léger et poli, et se tourna vers Élisabeth pour accepter une coupe de champagne. Qu'il la regarde, qu'il souffre. La demi-heure La demi-heure suivante se passa en conversation mondaine. Cordelia parla avec la comtesse de Holborn de la nouvelle exposition à la Royal Academy of Arts, avec le vicomte de Somerset de Chevaux, avec Miss Baker du dernier roman de Walter Scott. Elle était charmante, spirituelle, naturelle. Et pas une seule fois, elle ne regarda en direction de Julien. Mais elle sentait son regard sur elle. Constamment. Il la brûlait, comme le contact d'un fer rouge. Quand le dîner fut annoncé, les invités passèrent dans la salle à manger. Cordelia découvrit que sa place était en face de Julien, de l'autre côté de la table. Élisabeth avait manifestement bien fait les choses. Ou alors le hasard était particulièrement heureux. La table était impeccablement dressée, nappes immaculées, couverts en argent, verres en cristal, bougies dans de hauts candélabres. Premier service, des huîtres au citron. Cordelia en prit une, pressa quelques gouttes de jus dessus, et la porta lentement à sa bouche. Elle ne regardait pas Julien, mais elle savait qu'il la regardait. Les conversations allaient de bon train. Le comte de Holborn racontait une anecdote sur une séance au Parlement. Le vicomte de Somerset se plaignait du temps. Mrs. Grey partageait ses projets de voyage en Écosse. Cordelia écoutait, hochait la tête, plaçait une remarque de temps à autre. Julien n'était plus silencieux que d'habitude, répondant de manière laconique quand on l'interrogeait. « Marquis, vous êtes bien silencieux ce soir », remarqua Élisabeth en se penchant vers lui. « Notre compagnie vous ennuierait-elle » Julien sursauta, comme tiré d'une profonde rêverie. « Non, bien sûr que non, Lady Marlborough, simplement un peu fatigué. Les affaires du Parlement sont très prenantes. »« Cette politique !» s'exclama la comtesse de Holborn en joignant les mains. « Mon mari s'en plaint constamment. »« Vous devriez vous reposer davantage, milord. Par exemple, vous retirer dans votre domaine pour 1 semaine ou 2. L'air frais, les promenades, le calme, et vous seriez de nouveau en pleine forme. » Vous avez peut-être raison, acquiesça poliment Julien, mais son regard glissa de nouveau vers Cordelia. Elle leva son verre de vin, but une petite gorgée et le regarda enfin. Droit dans les yeux, sans ciller. Son visage était impénétrable, mais elle voyait la tension dans sa mâchoire. Elle voyait comment il s'efforçait de se contenir. « Et comment se porte votre domaine, marquis ?» demanda-t-elle calmement.
comme si rien ne s'était passé entre eux. « Penhurst Hall, si je ne me trompe. J'ai entendu dire que vous y aviez des jardins magnifiques. » Julien se figea, ses doigts se crispant sur sa serviette. « Oui, répondit-il après une pause. Les jardins sont en bon état. Mon intendant s'en occupe. Vous n'y êtes pas allé depuis longtemps? Plusieurs mois. C'est dommage, dit Cordelia en inclinant la tête, feignant un intérêt sincère. Le printemps, c'est la meilleure saison pour les domaines. Tout est en fleurs, l'air est frais. La ville est si fatigante parfois. Vous avez raison, dit-il d'une voix plus basse. Le printemps est en effet la meilleure saison. Un silence chargé de non-dits s'installa entre eux. Les autres invités continuaient leur conversation, sans rien remarquer. Mais Cordelia sentait un fil invisible se tendre entre elle et Julien. Après le dîner, Élisabeth proposa une promenade dans le jardin. La soirée était douce, l'air embaumait la rose et l'herbe fraîchement coupée. Les invités sortirent sur la terrasse, d'où la vue donnait sur des allées, des haies taillées et un étang peuplé de cygnes. Cordelia marchait à l'écart des autres, flânant lentement le long des parterres de fleurs. Elle savait que Julien était quelque part derrière elle. Elle ne se retournait pas, mais sentait sa présence comme on sent l'approche d'un orage. Et finalement, il la rattrapa. « Cordelia !» appela-t-il doucement. Elle s'arrêta et se retourna. Il se trouvait sous une arche couverte de chèvrefeuilles, assez loin des autres invités pour ne pas être entendue. « Marquis !» répondit-elle froidement. Julien s'approcha. Dans la lumière du soir, son visage paraissait encore plus sévère, mais ses yeux brûlaient. « Que faites-vous, que faites-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Je me promène. N'est-ce pas évidence ?» Cordelia, dit-il en passant une main dans ses cheveux, défaisant leur coiffure parfaite. Vous savez très bien de quoi je parle. Non, dit-elle en soutenant son regard sans trembler. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Julien serra les dents. Il était si près qu'elle pouvait voir l'ombre de sa barbe sur son menton, les éclats dorés dans ses yeux bruns. Vous jouez avec moi, expira-t-il. Vous saviez que je serais là. Vous avez mis cette robe, ces maudites émeraudes. Vous m'avez regardé à table comme si... Il ne termina pas, mais Cordelia comprit. Comme si je vous désirais, acheva-t-elle doucement. Peut-être est-ce que parce que je vous désire? Julien se figea. Sa respiration s'accéléra, et Cordelia vit qu'il luttait contre lui-même. Vous ne devriez pas dire cela, murmura-t-il. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est inconvenant. Elle fit un pas de plus, et il n'y avait plus qu'un pied entre eux. Ou parce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous retenir. Cordelia, répondez-moi honnêtement, Julien. Sa voix tremblait, mais elle ne reculait pas. Si ce n'était votre promesse à mon défunt mari, si ce n'était pas vos nobles principes, me désirez-vous? Il se taisait, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration lourde. Puis, soudain, il la saisit par la main, brusquement, presque brutalement, et l'attira à lui. Cordelia eut un hoquet de surprise, mais n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit, car il pressa sa paume contre sa propre poitrine, là où, sous le gilet et la chemise, battait son cœur. « Sentez-vous » murmura-t-il d'une voix rauque, la fixant dans les yeux. « Sentez-vous comme il bat? Chaque fois que je vous vois, chaque fois que vous parlez, chaque fois que vous respirez près de moi. Vous me demandez si je vous désire. Mon Dieu, Cordelia, je vous désire au point d'en perdre la raison. » Elle en eut le souffle coupé. Sous sa paume, son cœur battait frénétiquement, et elle sentait la chaleur de son corps, même à travers les tissus. « Alors pourquoi ?» commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Parce que j'ai donné ma parole. Parce que je ne peux pas trahir la mémoire d'Edward. Parce que si je me permets, ne serait-ce qu'une fois. » Il déglutit.
son regard tombant sur ses lèvres. Je ne pourrais plus m'arrêter. Cordelia le regardait, et quelque chose se brisa en elle. Toute sa détermination, tout son plan s'effondrèrent sous le poids de ces mots. Elle comprit, il ne feignait pas. Il souffrait réellement, et cela lui causait de la peine. Elle retira lentement sa main et recula d'un pas. « Édouard n'aurait pas voulu que vous souffriez ainsi, dit-elle doucement. C'était un homme bon. Il aurait voulu que nous soyons heureux tous les deux. Peut-être, dit Julien en se détournant pour regarder l'étang. Mais je ne peux pas en être certain. Et je ne peux pas prendre ce risque. Risquer quoi? Vous, dit-il en la regardant par-dessus son épaule. Et il y avait une telle tristesse dans son regard qu'elle en eut le cœur serré. Votre réputation, votre bonheur. Et si je n'étais pas celui qu'il vous faut, et si vous vous trompiez, et si ce n'était que la solitude après une perte. Cordelia s'avança et le fit se retourner vers elle. Ce n'est pas la solitude, dit-elle fermement. Je connais la différence. J'ai été mariée, Julien. Je sais ce que c'est que de vivre sans amour, et je sais ce que je ressens pour vous. Il la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il leva lentement la main et toucha sa joue, un contact léger, presque immatériel. « Vous êtes une femme incroyable, » murmura-t-il. « Forte, courageuse, belle. N'importe quel homme serait heureux. Mais pas vous, » acheva-t-elle amèrement. « Non, » dit-il en secouant la tête. « Pas comme ça. Je serais heureux, trop heureux, au point que cela m'effraie. » Ils restèrent ainsi, se regardant, et Cordelia comprit soudain qu'il n'abandonnerait jamais. Jamais il ne franchirait cette ligne qu'il s'était lui-même tracée, parce que pour lui, l'honneur et la parole donnée comptaient plus que son propre bonheur. Elle pouvait soit reculer, soit... « Julien, » appela-t-elle doucement. « Si je vous demande quelque chose, le ferez-vous » Il fronça les sourcils. « Cela dépend de quoi. Venez me voir demain, le matin, à 11 heures. Je veux vous parler. Encore une fois. » Calmement, sans tout ceci, dit-elle en désignant d'un geste le jardin où l'on entendait, au loin, les voix des invités. Julien hésita. Elle vit le doute dans ses yeux. « S'il vous plaît, » ajouta-t-elle, « si ce que vous avez dit est vrai, si vous ressentez vraiment cela pour moi, donnez-moi une chance de plus, juste pour parler. » Il expira, fermant les yeux un instant. « D'accord, » dit-il enfin. « Demain, à 11 heures. » Cordelia acquiesça, sentant un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahir. « Merci. » Elle se retourna et retourna vers les invités, le laissant seul sous l'arche. Mais quand elle jeta un regard en arrière, il la suivait toujours des yeux. Et il y avait dans ce regard une telle mélancolie qu'elle en eut le souffle coupé. Cette nuit-là, Cordelia ne dormit presque pas. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, pensant à ce qu'elle lui dirait le lendemain. Comment le convaincre? Comment le faire croire qu'ils méritaient tous les deux d'être heureux? Et quelque part dans un autre quartier de Londres, Julian Hartley se tenait à la fenêtre de son bureau, un verre de whisky à la main, contemplant la ville nocturne. Et il pensait à une femme avec des émeraudes au cou et des yeux qui lisaient en lui. Cordelia se réveilla aux premières lueurs du jour. Elle n'avait pas dormi de la nuit, somnolent par intermittence, plongée dans des rêves agités dont elle s'extirpait le cœur battant à tout rompre. Quand le ciel s'éclaircit enfin, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Londres s'éveillait. Les sabots des chevaux tirant les charrettes de lait et de pain frais claquaient déjà sur les pavés. Une marchande de fleurs s'installait au coin de la rue avec ses paniers de narcisses et de violettes. Au loin, un coq chanta, un son étrange pour le centre-ville, mais un voisin devait élever des volailles qu'il est dans son jardin. Cordelia pressa sa paume contre la vitre froide. Dans quelques heures, il serait là, et elle devait être prête. Mais prête à quoi? À une autre conversation qui ne mènerait à rien, à une autre confession après laquelle il repartirait,
la laissant seule avec sa peine. Non, aujourd'hui tout serait différent. Elle ne le laisserait pas partir sans lui avoir donné une chance. À 10h30, Cordelia était habillée et coiffée. Elle avait choisi une robe de fine laine couleur ambre, simple, sans fioritures, avec de longues manches et une encolure modeste. Pas de bijoux, à l'exception de petites boucles d'oreilles en or. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple sur sa nuque, quelques mèches s'échappant pour encadrer son visage. Elle voulait paraître naturelle, sans provocation. Pas une duchesse, mais simplement une femme. Elle descendit dans le petit salon, plus intime que la pièce de réception. Il y avait là de basses bibliothèques, un canapé moelleux près de la cheminée, des fauteuils aux coussins brodés. Les fenêtres donnaient sur le jardin, où fleurissaient les lilas et pommiers. La lumière du soleil dessinait des carrés dorés sur le parquet. L'air sentait le thé fraîchement infusé et la lavande. Une domestique avait posé un bouquet dans un vase blanc sur une table. Cordelia s'assit dans un fauteuil et tenta de rassembler ses pensées. Elle voulait lui dire tant de choses, mais ne savait par où commencer. Comment expliquer que ces 2 années d'attente avaient été une lente torture? Que chacune de ses visites était à la fois un bonheur et un supplice? Qu'elle ne voulait plus faire semblant. L'horloge sur la cheminée sonna 11 coups. Cordelia se redressa, serrant les accoudoirs de son fauteuil. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans toute la maison. 1 minute passa, 2, 5. Il était en retard. Ou avait-il changé d'avis? Puis elle entendit le bruit de la porte d'entrée, la voix basse du majordome, des pas dans le couloir. La porte du salon s'ouvrit. Et le marquis de Penhurst, votre grâce. Julien entra, et Cordelia se leva pour l'accueillir. Il était vêtu plus simplement que d'habitude, une redingote brun foncé, un gilet beige, la cravate nouée avec un peu moins de rigueur qu'à l'accoutumée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait voyagé la fenêtre de sa voiture ouverte. Son visage portait les marques de la fatigue, des cernes sombres sous les yeux, un pli tendu entre les sourcils. Lui non plus n'avait pas dormi. « Bonjour » dit-elle doucement. « Bonjour » répondit-il en s'arrêtant à quelques pas d'elle. Le majordome se retira sans bruit, refermant la porte. Ils étaient seuls. Un silence s'installa, dense, chargé de non-dits. Cordelia ne savait comment commencer. Julien se taisait également, la regardant de son air attentif et scrutateur. « Merci d'être venu, » dit-elle enfin. « Vous l'avez demandé, » dit-il en haussant les épaules. « Je ne pouvais refuser. Asseyez-vous, je vous prie. » Il s'assit dans le fauteuil d'en face, mais resta sur le bord, tendu, prêt à bondir à tout moment. Cordelia se rassit, les mains jointes sur ses genoux. « Je veux vous raconter quelque chose, » commença-t-elle lentement, « à propos de mon mariage, de ce qu'il était vraiment. » Julien fronça les sourcils. « Cordelia, je ne suis pas sûr que... »« S'il vous plaît, » dit-elle en levant la main. « Écoutez-moi, c'est important. » Il se tut et acquiesça. Cordelia prit une profonde inspiration. « Quand j'ai épousé Édouard, j'avais 22 ans. Il était veuf sans enfant. Le mariage avait été arrangé par nos familles. Mon père était endetté. Et le duc cherchait une jeune épouse qui pourrait tenir sa maison sans l'importuner. J'ai accepté parce que je n'avais pas le choix. Et parce qu'Édouard semblait être un homme bon. » Elle marqua une pause, regardant par la fenêtre où les branches d'un pommier se balançaient. « Il était bon, » poursuivit-elle plus bas. « Il n'a jamais élevé la voix, jamais exigé l'impossible. Il m'a donné tout ce que je demandais, des robes, des livres, la possibilité de m'occuper d'œuvres de charité. Mais il niait. Il n'y avait pas d'amour entre nous, de l'affection, oui, du respect aussi, mais pas d'amour. Nous vivions dans la même maison comme de bons voisins, polis, courtois, mais distants. Julien écoutait en silence, le visage impénétrable, mais elle vit ses doigts
se crisper sur l'accoudoir. Les premiers mois, je pensais qu'avec le temps, quelque chose changerait, dit Cordelia en se tournant vers lui, que nous nous rapprocherions. Mais Édouard ne voulait pas de proximité. Il voulait la tranquillité. Il était fatigué de la vie, de la société, de tout. Il avait besoin de silence, et je le lui donnais. J'étais l'épouse parfaite, silencieuse, soumise, accommodante. Sa voix tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. Et puis je vous ai rencontré. Et j'ai compris ce que signifiait se sentir vivante. Vous veniez, et nous parlions de livres, de politique, de musique, de tout et de rien. Vous m'écoutiez. Vous me voyiez. Pas la duchesse, pas un ornement, mais moi. Et je suis tombée amoureuse. Lentement, imperceptiblement. Comme on tombe amoureux d'une aurore, qui devient chaque jour plus belle. Julien pâlit, sa respiration s'accéléra, et elle vit qu'il luttait contre lui-même. Cordelia, je n'attendais pas de réciprocité, le coupa-t-elle. J'étais mariée, mais j'espérais qu'un jour, après, elle déglutit. Quand Édouard est mort, j'ai eu du chagrin, mais pas comme une veuve qui a perdu un mari aimé devrait en avoir. J'étais triste que nous ne soyons jamais devenus proches, que des années se soient écoulées en vain, et aussi, je me sentais coupable, parce qu'au fond de moi, j'étais soulagé. Elle se tut, cachant son visage dans ses mains. L'avouer était plus effrayant qu'elle ne l'avait imaginé. « Et je suis horrible, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à travers ses doigts. Julien se leva, s'approcha, et s'agenouilla devant elle. Il écarta doucement ses mains de son visage et la regarda dans les yeux. « Non, dit-il fermement, vous n'êtes pas horrible. Vous êtes honnête, et courageuse, et humaine. » Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle ne chercha pas à les cacher. « Je ne veux pas passer un jour de plus dans le vide, Julien, murmura-t-elle. Je veux vivre, je veux ressentir, je veux être avec celui que j'aime, avec vous. » Il la regardait, et ses yeux étaient qu'un tourbillon d'émotions, douleur, désir, peur. « Je ne sais pas comment me défaire de cette promesse, dit-il d'une voix rauque. Édouard était mon ami, je lui ai donné ma parole. » Il ne vous a pas demandé de renoncer au bonheur, dit Cordelia en prenant son visage entre ses mains. Il vous a demandé de prendre soin de moi. Est-ce que prendre soin de moi que de me condamner à la solitude, de vous y condamner vous-même? Julien ferma les yeux, pressant son front contre ses genoux. Ses épaules étaient maintes secouées par des émotions contenues. « Je ne veux pas vous faire de mal, » murmura-t-il. « J'ai si peur de ne pas pouvoir vous rendre heureuse, de vous décevoir, que... » « Julien, dit-elle en passant ses doigts dans ses cheveux, regardez-moi. » Il releva la tête, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux brillaient des larmes qu'il n'avait pas versées. « Je suis déjà heureuse, dit-elle doucement. Simplement parce que vous êtes là. Simplement parce que j'entends votre voix. Simplement parce que vous existez. Tout le reste était déjà plus que je n'osais espérer. » Julien laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. Il se releva, l'entraînant avec lui, et soudain, elle se retrouva dans ses bras. Il l'étreignit fort, désespérément, la serrant contre lui comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Cordelia enfouit son visage dans son épaule, sentant son parfum, quelque chose de boisé avec des notes de santal. Sentant la chaleur de son corps, les battements de son cœur. « Pardonne-moi, murmura-t-il dans ses cheveux. Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, d'avoir été un lâche. De... Chut, dit-elle en relevant la tête pour le regarder. N'en parlons plus. Nous avons tous les deux fait ce que nous pensions juste. Mais maintenant, faisons ce qui nous rend heureux. » Il la regarda longuement, d'un air scrutateur. Puis il leva lentement la main et toucha sa joue, doucement, tendrement, comme si elle était de porcelaine. « Tu es incroyable, » murmura-t-il, « je ne te mérite pas. »
Vous me méritez, dit-elle en posant sa main sur la sienne. Et je ne vous laisserai pas penser le contraire. Julien sourit, pour la première fois de la matinée. Un sourire vrai et sincère, qui illumina son visage de l'intérieur. « Tu es têtu, » dit-il avec une douce moquerie. « Je sais, » sourit-elle à son tour. « Il faudra vous y faire. » Ils restèrent ainsi, se tenant par la main, se regardant, et Cordélia sentit quelque chose s'épanouir en elle, comme un bourgeon s'ouvrant au soleil. Elle avait attendu cela si longtemps. Et enfin, on frappa à la porte, brisant l'instant. Ils s'écartèrent, Julien reculant d'un pas, Cordélia rajustant sa coiffure. Le majordome entra, l'air contrit. « Pardonnez-moi votre grâce, mais le vicomte Faraud est arrivé. Il insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » Cordélia fronça les sourcils. Le vicomte Faraud, le frère du défunt duc. Ils n'avaient jamais été proches. Après la mort d'Édouard, il était venu quelquefois, avait vérifié les comptes, s'était assuré que tout était en ordre avec l'héritage, puis avait disparu. Que pouvait-il bien vouloir maintenant? « Faites-le entrer dans mon bureau, dit-elle. J'arrive tout de suite. » Le majordome s'inclina et sortit. Cordélia se tourna vers Julien. « Excusez-moi, je ne m'attendais pas. »« Ce n'est rien, dit-il en lui prenant la main et la serrant brièvement. « J'attendrai. »« Ou voulez-vous que je reste à vos côtés ?» Elle réfléchit. Faraud pouvait être désagréable, mais il ne représentait pas un danger. Juste un parent ennuyeux qui aimait se mêler de ce qui ne le regardait pas. « Non, merci, je m'en sortirai. Mais vous resterez après ?»« Oui, acquiesça-t-il. Je ne vais nulle part. » Cordélia sourit, lâcha sa main et se dirigea vers le bureau. Le vicomte Faraud se tenait près de la fenêtre, tenant une canne à pommeau d'argent. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et clairsemés, à nez aquilin et à l'expression éternellement mécontente. Quand Cordélia entra, il se retourna et s'inclina sèchement, formellement. « Votre grâce, je vous remercie de me recevoir. »« Vicomte, » dit Cordélia en s'asseyant à son bureau et lui désignant un fauteuil. « À quoi dois-je votre visite ?» Faraud ne s'assit pas. Il arpenta le bureau, frappant le sol de sa canne. « J'ai reçu des informations qui me... inquiétant, » commença-t-il en pesant ses mots. « Concernant votre réputation. » Cordélia se tendit. « Ma réputation ? » ?»« Oui, » dit-il en s'arrêtant pour la regarder. « On m'a rapporté que vous passiez du temps en compagnie du marquis de Penhurst. Assez fréquemment. » Le sang lui monta aux joues. Comment l'avait-il appris? Quelqu'un les avait-il vus hier dans le jardin? Ou un domestique? Le marquis de Penhurst était un ami du défunt duc, dit-elle froidement. Nous nous occupons ensemble d'œuvres de charité. Il n'y a rien de répréhensible. Bien sûr, acquiesça Faraud, mais il y avait de la moquerie dans sa voix. La charité. Mais, voyez-vous, les gens parlent. Vous êtes une jeune veuve, votre grâce. Vous devriez être plus prudente. La moindre allusion à un scandale, et la réputation de notre famille en pâtira. Notre famille ? Cordélia se leva, le regardant droit dans les yeux. Je ne fais plus partie de votre famille, vicomte. Je suis veuve. Je peux voir qui je veux. Formellement, oui, dit-il d'une voix plus dure. Mais vous portez le nom de Clermont. Vous êtes duchesse. Et tant que vous porterez ce titre, vous êtes tenue de respecter certaines normes. Cordélia serra les poings, sentant la colère monter en elle. « Que voulez-vous exactement, vicomte ?» Faraud s'approcha, posa sa canne sur le bureau. « Je veux que vous soyez prudente, très prudente, surtout avec le marquis de Penhurst, car si des rumeurs inconvenantes me parviennent, je serai contraint de prendre des mesures. » « Quelles mesures ?»« Oh, diverses mesures, » sourit-il. Mais son sourire était glacial. Par exemple, revoir les conditions de jouissance du domaine, ou demander au tribunal une vérification de la gestion des finances du duché. Vous comprenez ce que je veux dire. Cordélia pâlit. Il la menaçait.
directement et ouvertement. « Vous n'osez pas. »« J'ose, » dit Faraud en reprenant sa canne et se dirigeant vers la porte. « Je suis le gardien de la réputation de la famille, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour la protéger. Bonne journée, votre grâce. » Il sortit, la laissant debout au milieu du bureau, le cœur battant à tout rompre et un froid glacial dans la poitrine. Elle savait qu'il pouvait le faire. Formellement, il en avait le droit, en tant que plus proche parent du défunt duc. Il pouvait faire du bruit, déclencher un scandale, l'entraîner dans des procès. Et même si elle gagnait, sa réputation serait ruinée. Et avec elle, celle de Julien. Cordelia se laissa tomber dans le fauteuil, cachant son visage dans ses mains. Après tout ce qui s'était passé, ce matin même, allait-elle encore le perdre? Cordelia resta assise à son bureau, fixant la porte fermée. Les mots du vicomte Faraud résonnaient encore à ses oreilles, froids et venimeux. La menace était réelle. Il pouvait tout détruire, sa réputation, sa liberté, son avenir avec Julien, qui commençait à peine à prendre forme. Elle passa une main tremblante sur son visage, essayant de rassembler ses esprits. Il fallait prendre une décision. Mais laquelle? Renoncer à Julien? Retourner à sa vie d'avant, vide, sûre, solitaire? Non, surtout pas ça. La porte s'ouvrit doucement et Julien entra. Il vit immédiatement son état, son visage pâle, ses mains crispées, son regard perdu. « Cordelia », dit-il en traversant la pièce en deux enjambées et en s'agenouillant près de son fauteuil. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle le regarda et sentit quelque chose se briser en elle. Une heure plus tôt, tout semblait possible. Ils avaient été honnêtes l'un envers l'autre, ouverts, prêts à essayer. Et maintenant, il sait, murmura-t-elle, pour nous. Il menace de scandale, de procès, d'une vérification de mes finances. Il a dit que je devais être prudente, surtout avec vous. Le visage de Julien s'assombrit. Sa mâchoire se contracta, et elle vit une lueur de colère dans ses yeux. Chose rare chez lui, d'ordinaire s'y mettre de lui. De quel droit ose-t-il? Il en a le droit, dit Cordelia avec un sourire amer. C'est le plus proche parent du défunt duc. Formellement, il peut soulever la question de ma conduite devant le conseil de famille. Et même s'il perd, les rumeurs se répandront. Et les rumeurs, Julien, les rumeurs tuent une réputation plus vite que n'importe quelle décision de justice. Julien se taisait, sa respiration lourde. Elle voyait qu'il réfléchissait, pesait les options. Puis il prit ses mains dans les siennes et dit fermement « Alors nous ferons en sorte qu'il n'ait aucune raison de lancer des rumeurs. » Cordelia fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Et il se leva, l'entraînant avec lui. Ses mains la tenaient fermement, avec assurance. « Je vais te faire ma demande, » dit-il. « Officiellement, publiquement. Si nous annonçons nos fiançailles, Faraud ne pourra plus rien dire. Tu seras ma fiancée, puis ma femme, et aucune rumeur ne pourra te nuire. » Le cœur de Cordelia se serra. Une demande en mariage, ce dont elle avait rêvé, mais pas comme ça, surtout pas comme ça. « Julien, » dit-elle en reculant d'un pas et en dégageant ses mains, « vous voulez m'épouser pour protéger ma réputation. » Il cligna des yeux déconcertés. « Je veux t'épouser parce que je t'aime. Mais vous le proposez maintenant. » Sa voix tremblait. « Maintenant, alors que je suis acculé, alors que je n'ai pas le choix. Ce n'est pas une demande, Julien. C'est un arrangement. » Cordelia, non, dit-elle en secouant la tête. Je ne veux pas que vous m'épousiez par devoir, par désir de me sauver. Je veux que vous m'épousiez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce qu'une vie sans moi vous est impossible. Pas parce qu'un misérable nous fait chanter. Julien la regardait, et ses yeux étaient un tel tourbillon d'émotions qu'elle peinait à les distinguer. Douleur, désespoir, amour.
Ne t'ai-je pas prouvé qu'une vie sans toi m'est impossible ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « J'ai souffert pendant 2 ans. Je me suis battu contre moi-même chaque jour. J'ai renoncé à ce que je désirais le plus au monde, parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et ce matin, j'ai enfin cédé. Je t'ai tout avoué. Je t'ai tenu dans mes bras, et j'ai compris que je ne pouvais plus te laisser partir. Et tu penses que ce n'est pas une preuve ?» Des larmes montèrent aux yeux de Cordelia. Elle savait qu'il avait raison, savait qu'il l'aimait, mais la peur était plus forte. « C'est juste que je ne veux pas que vous le regrettiez plus tard, » murmura-t-elle, « d'avoir épousé trop vite, sous la pression, sans réfléchir. » Julien s'approcha d'elle et prit son visage entre ses mains. « Cordelia Fairfax, » dit-il lentement, la regardant droit dans les yeux. « J'y ai pensé pendant 2 ans, chaque jour, chaque nuit. J'ai imaginé comment je te ferais ma demande, comment tu dirais « oui », comment nous nous marierions, comment tu porterais mon nom. Je ne me précipite pas. Je me permets enfin ce dont je rêve depuis si longtemps. » Elle le regardait, et son cœur était sur le point d'éclater. « Mais si tu veux attendre, » poursuivit-il plus bas, « si tu as besoin de temps pour être sûr, j'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Même si Faro menace, même si le monde entier est contre nous, je ne t'abandonnerai pas. » Cordelia ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Ses pouces les essuyèrent indélicatement. « Ne pleure pas, » murmura-t-il, « s'il te plaît. »« Je ne pleure pas de chagrin, » dit-elle en ouvrant les yeux, souriant à travers ses larmes. « Je pleure parce que vous êtes si... têtu, » sourit-il. « Parfait, » expira-t-elle. Julien se pencha et l'embrassa sur le front, tendrement, lentement, comme pour sceller une promesse. « Alors c'est décidé, » dit-il en s'écartant. « Nous ne nous précipiterons pas pour les fiançailles, mais nous serons ensemble. Discrètement, mais ensemble. Quant à Faro, sa voix se fit plus froide, je m'en occupe. » Cordelia fronça les sourcils. « Qu'allez-vous faire ? Lui parler, d'homme à homme. Lui expliquer que des menaces envers la duchesse de Clermont sont des menaces envers moi, et que je ne le tolérerai pas. Julien, il ne peut rien, » la coupa-t-il fermement. « J'ai plus de relations, plus d'influence, et, honnêtement, plus d'argent. S'il veut la guerre, il l'aura. Mais il ne te touchera pas, je te le promets. » Cordelia le regardait et comprit soudain que pour la première fois depuis des années, elle se sentait protégée, vraiment protégée, non pas parce que son mari était un duc, mais parce qu'à ses côtés se trouvait un homme prêt à prendre sa défense sans hésiter. « Merci, » murmura-t-elle. « Ne me remercie pas, » dit-il en portant sa main à ses lèvres. « C'est mon privilège et ma joie. » Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange tension. Cordelia continua de mener sa vie habituelle. Elle recevait des invités, assistait à des réceptions, s'occupait de ses œuvres de charité. Mais désormais, chacun de ses pas était calculé. Chaque rencontre avec Julien était soigneusement organisée pour ne pas éveiller les soupçons. Il se voyait aux réunions de la Société d'aide aux orphelins, en présence d'autres membres. Il se parlait poliment, avec retenue, comme il sied à de simples connaissances. Mais parfois, leurs regards se croisaient à travers la pièce. Et à ces moments-là, Cordelia sentait tout son être se contracter de désir de s'approcher, de le toucher, d'être près de lui. Julien souffrait aussi. Elle le voyait à la tension de ses épaules, à la façon dont ses doigts se crispaient sur le pommeau de sa canne quand il la regardait. Un jour, après une réunion, il s'attarda tandis que les autres partaient et lui dit à voix basse « Je deviens fou ». Elle comprit ce qu'il voulait dire, car elle ressentait la même chose. Une semaine plus tard, Cordelia reçut une invitation de Lady Caroline Bennett pour une promenade à Hyde Park. Caroline était une amie de longue date, intelligente, joyeuse, spirituelle. Elle s'était connue avant le mariage de Cordelia,
et étaient restés proches malgré la différence de leurs conditions. Cordelia accepta avec joie. Elle avait besoin d'une pause, loin de la tension des derniers jours. La journée était ensoleillée, avec une légère brise qui apportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des marronniers en fleurs. Cordelia portait une robe de mousseline pêche claire, avec des manches courtes et un large chapeau de paille et orné d'un ruban assorti. Caroline l'attendait à l'entrée principale du parc, tout sourire. Cordelia, enfin, je pensais que tu avais complètement oublié tes amis. Comment pourrais-je te t'oublier, Caroline? Dit Cordelia en l'étreignant. Tu es bien trop insistante pour ça. Elles longèrent l'Adleilé, qui contournait l'étang où nageaient cygnes et canards. Il y avait beaucoup de monde, des dames en robes colorées, des gentlemen en redingote, des enfants courant après des cerceaux, des nourrices avec des landaux. La société londonienne était de sortie. Alors, raconte, dit Caroline en lui prenant le bras. Quoi de neuf? J'ai entendu dire que tu te montres de plus en plus en société. Le deuil est terminé, et te revoilà dans le monde. Je dois dire que ça te va bien. Tu as l'air plus heureuse. Cordelia sourit mais ne dit rien. Caroline était perspicace. Trop perspicace. Et j'ai aussi entendu dire, poursuivit Caroline d'un air détaché, que le marquis de Penhurst ces derniers temps se montre plus souvent aux mêmes événements que toi. Une coïncidence? Cordelia sentit le rouge lui monter aux joues. Nous sommes tous les deux membres d'une société de bienfaisance. Il est naturel que nous nous croisions. Bien sûr, sourit Caroline. La charité, très noble. Mais, Cordelia, ma chère, je l'ai vu te regarder à la réception de la comtesse de Hertford la semaine dernière. Ce n'était pas le regard d'un collègue philanthrope. Cordelia s'arrêta et se tourna vers son ami. Caroline, si tu as quelque chose à dire, je veux dire que je suis heureuse pour toi, dit Caroline en lui serrant la main. S'il y a quelque chose entre vous, tu mérites d'être heureuse. Edward était un homme bon, mais votre mariage, eh bien, ce n'était pas ce qu'il te fallait. Et Penhurst, c'est un homme bien, noble, intelligent, riche. Et à en juger par la façon dont il te regarde, amoureux fou. Les mots de son ami réchauffèrent le cœur de Cordelia, mais l'effrayèrent en même temps. Est-ce c'est si visible? Demanda-t-elle doucement. Pour moi, oui, mais je te connais depuis des années, dit Caroline en haussant les épaules. Les autres ne font peut-être pas attention. Mais, Cordelia, sois prudente. Les gens aiment même les commérages. Et si quelqu'un voulait te nuire, quelqu'un le veut déjà, soupira Cordelia. Le vicomte Faro. Caroline fronça les sourcils. Ce vieux grincheux, que te veut-il? Le contrôle, le pouvoir, la possibilité de me dicter ma vie, dit Cordelia en secouant la tête. Il menace de scandale si je ne cesse pas de voir Julien. Quel misérable, grimaça Caroline. Mais que vas-tu faire? Je ne sais pas, admit honnêtement Cordelia. Julien veut annoncer nos fiançailles pour faire taire Faro. Mais je ne veux pas que cela ressemble à une mesure de contrainte. Caroline s'arrêta et la regarda sérieusement. Cordelia, l'aimes-tu? Oui. Et il t'aime? Oui. Alors quelle importance quand vous annoncerez vos fiançailles? Dit Caroline en haussant les épaules. Maintenant ou dans 6 mois, la seule chose qui compte, c'est que vous voulez être ensemble. Le reste n'est que détail. Cordelia réfléchit. Peut-être son amie avait-elle raison. Peut-être se souciait-elle trop de la forme et pas assez du fond. Elles continuèrent leur promenade, parlant d'autre chose, des nouvelles modes, de livres, de leurs projets pour l'été. Mais les pensées de Cordelia revenaient sans cesse à Julien. Et puis, elle le vit. Il était à cheval sur une allée parallèle, en compagnie de 2 autres gentlemen. Redingote gris foncé, bottes hautes, un cheval noir sous lui. Il ne la voyait pas, absorbé par sa conversation.
Mais Cordelia ne pouvait détacher son regard. Il était si naturel en selle, si assuré. Le vent agitait ses cheveux, et la lumière du soleil y jouait, révélant des fils dorés. Il rit de quelque chose que son compagnon avait dit, et ce sourire transfigura son visage, le rendant plus jeune, plus lumineux. « Cordelia » appela doucement Caroline. « Tu le regardes comme s'il était le seul homme dans ce parc. » Cordelia sursauta et détourna les yeux. « Pardonne-moi. »« Ne t'excuse pas, » sourit Caroline. « Simplement, sois prudente et heureuse, en même temps, si possible. » Le soir même, Cordelia était assise dans sa chambre, près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil. Le ciel s'était teinté de pourpre et d'orange. Les nuages flottaient lentement, tels des navires sur une mer de feu. La ville s'apaisait peu à peu. Le claquement des sabots se faisait plus rare. Les voix des marchands s'éteignaient. Les premiers réverbères s'allumaient. Une domestique apporta une lettre sur un plateau d'argent. « Pour vous, votre grâce. » Le coursier a dit que c'était urgent. Cordelia prit l'enveloppe. Le sceau du marquis de Penhurst. Son cœur s'accéléra. Elle ouvrit la lettre et déplia la feuille. « Quand y est dit, Cordelia, j'ai parlé à Faro. Il se retirera. Plus de menaces, je le promets. Mais j'ai besoin de te voir. Ce soir, j'attendrai près de la porte nord des jardins de Kensington à 10 heures. Si tu peux venir, viens. Sinon, je comprendrai. Mais j'espère de tout cœur que tu viendras. » Julien, Cordelia relut la lettre 2 fois. La porte nord des jardins de Kensington, à 10 heures du soir. C'était risqué, si quelqu'un les voyait. Mais Julien disait qu'il avait parlé à Faro, qu'il n'y aurait plus de menaces. Elle regarda l'horloge, 8h30. Elle avait le temps. Elle se leva et se dirigea vers sa garde-robe. Un manteau bleu nuit avec une capuche, une robe simple, pas de bijoux. Elle ne voulait pas attirer l'attention. « Mary » appela-t-elle sa femme de chambre. « Préparez la voiture. Je vais rendre visite à une amie. » Mary acquiesça sans poser de questions. Elle était dévouée et silencieuse. Les jardins de Kensington, dans la pénombre du soir, semblaient un autre monde. Les arbres projetaient de longues ombres. L'air était frais et humide, sentant la terre et les feuilles mouillées. Cordelia descendit de voiture à la porte nord et dit au cocher d'attendre. Julien se tenait sous un vieux chêne, adossé au tronc. Quand il la vit, il se redressa et s'avança vers elle. « Tu es venu » expira-t-il, et il y avait un tel soulagement dans sa voix qu'elle en eut le cœur serré. « Bien sûr que je suis venu, » dit-elle en s'approchant. « Tu as écrit que c'était urgent. » Julien lui prit la main et l'entraîna plus profondément dans le jardin, là où les arbres étaient plus denses et l'obscurité plus grande. Ils s'arrêtèrent mais près d'une fontaine, à l'arrêt pour le moment, l'eau stagnante reflétant le ciel pâle. « J'ai parlé à Faro », commença Julien sans lâcher sa main. « Je lui ai expliqué que s'il continuait à te menacer, je me chargerais personnellement de rendre ses dettes publiques. » Cordelia sursauta. « Ses dettes ? Il en a beaucoup, » acquiesça Julien. « Des dettes de jeu principalement. Il est endetté jusqu'au cou et essaie maintenant de préserver la réputation de la famille, pour que ses créanciers ne se jettent pas sur lui. Je lui ai dit que s'il te laissait tranquille, je l'aiderais à rembourser une partie de ses dettes. Discrètement, sans bruit. Mais s'il continuait, je ferais en sorte que tout Londres l'apprenne. » Cordelia le regardait, ne sachant que dire. Il avait fait chanter Faro pour elle. « Julien, je sais, » dit-il en baissant les yeux. « Ce n'est pas l'acte le plus noble. Mais je ne pouvais pas le laisser te faire du mal. Je ne pouvais pas. » Elle leva la main et toucha sa joue. « Tu m'as protégé, » murmura-t-elle. « C'est la chose la plus noble que tu pouvais faire. » Il la regarda, et ses yeux reflétaient la lumière de la lune. « Cordelia, » dit-il d'une voix rauque, « je n'en peux plus. Je ne peux plus prétendre que tu aies une simple connaissance.
Je ne peux plus garder mes distances. Je ne peux plus te voir uniquement lors d'événements officiels et faire comme si cela me suffisait. Moi non plus, je ne le peux plus, dit-elle en s'approchant si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Julien l'étreignit, fort, désespérément. Elle se blottit contre lui, sentant son cœur battre à l'unisson du sien. « Épouse-moi » murmura-t-il dans ses cheveux. « Pas pour la réputation, pas pour la protection, mais simplement parce que je t'aime, et que je veux me réveiller à tes côtés chaque matin, m'endormir en sachant que tu es là, que tu portes mon nom. Je veux tout avec toi. » Cordelia ferma les yeux, sentant les larmes lui brûler les paupières. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, Julien, 1000 fois oui. » Il s'écarta, la regarda, et son sourire était si heureux qu'elle en eut le souffle coupé. Puis il se pencha et l'embrassa. Tendrement, lentement, comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Cordelia se réveilla baignée par la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Allongée, elle fixait le plafond en souriant, simplement, sans raison, sans effort. Le bonheur l'emplissait, une chaleur légère comme une brise de printemps. Elle était fiancée. Ce mot résonnait dans sa tête comme un carillon. Fiancée. À Julien, l'homme qu'elle aimait depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait plus quand cela avait commencé. La soirée de la veille semblait un rêve. Les jardins de Kensington au crépuscule, ses paroles, son baiser, le premier baiser. Elle sentait encore ses lèvres sur les siennes, tendres, prudentes, mais pleines d'une passion contenue. Quand il s'était écarté, ses mains tremblaient et son souffle était court. « Pardonne-moi » avait-il murmuré. « J'ai attendu ce moment si longtemps que j'ai oublié comment respirer. » Elle avait ri alors, de joie, de soulagement, de voir que tout était enfin à sa place. Cordelia se leva, s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. Londres brillait sous la lumière matinale. Même la suie sur les toits semblait moins grise. Même le bruit de la rue paraissait moins irritant. Tout avait changé. Où était celle qui avait changé? Sa femme de chambre entra avec un plateau, thé, toast beurré au miel et le journal du jour. « Bonjour, votre grâce » sourit Mary en posant le plateau sur la table près du fauteuil. « Vous êtes particulièrement resplendissante aujourd'hui, si je puis me permettre. »« Merci, Mary » dit Cordelia en s'asseyant et en se servant du thé. « Je me sens bien. » Mary acquiesça, mais ses yeux pétillaient de curiosité. La domestique était dévouée, mais pas aveugle. Elle se doutait certainement de l'escapade de la veille, mais elle ne posait pas de questions, et Cordelia lui en était reconnaissante. Elle but son thé lentement, savourant l'instant. Julien avait promis de venir officiellement aujourd'hui pour parler de leurs fiançailles. Il devait décider quand annoncer la nouvelle, comment tout organiser pour que cela paraisse convenable et ne suscite pas de questions inutiles. Mais Cordelia se moquait de ce que les autres diraient. Pour la première fois depuis des années, l'opinion du monde lui était totalement indifférente. Julien arriva à midi pile. Cordelia l'attendait dans le salon, vêtue d'une robe de soie jaune pâle brodée de marguerites sur l'ourlet. Ses cheveux étaient rassemblés en un chignon bas, orné d'un ruban blanc. Elle voulait paraître fraîche, printanière. Quand il entra, elle vit qu'il avait lui aussi changé. Il semblait plus détendu, ses épaules moins tendues, son regard moins méfiant. Un léger sourire jouait sur ses lèvres, ce sourire rare qui le rajeunissait. « Cordelia » dit-il en s'inclinant, puis il prit sa main et la baisa. Cette fois, pas de manière formelle, mais en s'attardant un peu plus longtemps que de coutume. « Julien » sourit-elle, « je suis heureuse de vous voir. »« Sommes-nous seuls » demanda-t-il à voix basse. « Oui, j'ai demandé à ne pas être dérangé. » Il expira de soulagement, l'attira à lui et l'étreignit. Simplement, sans un mot. Cordelia se blottit contre lui, sentant son cœur battre sous sa redingote. « J'ai cru que j'avais rêvé hier soir, » murmura-t-il dans ses cheveux, « que tu avais dit oui. »« Ce n'était pas un rêve, » dit-elle, en relevant la tête pour le regarder. « Et je n'ai pas changé d'avis. » Julien sourit, largement, sincèrement,
et l'embrassa. Cette fois, avec un peu plus d'assurance, un peu plus longtemps. Cordelia répondit, sentant une douce chaleur l'envahir. Quand ils s'écartèrent, ils étaient tous deux légèrement essoufflés. « Nous devons discuter des détails, » dit Julien, se forçant visiblement à être rationnel. L'annonce. Quand et comment? Je sais, qu'est, acquiesça Cordelia en reculant d'un pas. Assieds-toi, assieds-toi. Parlons. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, si près que leurs genoux se touchaient presque. Julien prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je veux faire les choses correctement, » commença-t-il, « pour que personne n'ait de raison de médire. Nous annoncerons nos fiançailles officiellement, dans le Times et lors de la prochaine réception. Nous dirons que notre course a été longue mais discrète, par respect pour la mémoire du défunt duc. Que nous voulions tous deux être sûrs de la sincérité de nos sentiments avant de faire une annonce. » Cordelia écoutait en hochant la tête. C'était raisonnable. Cela les protégeait tous les deux. « Et le mariage ?» demanda-t-elle. « Quand ?» Julien réfléchit. « Dans 2 mois. C'est suffisant pour tout préparer, mais pas trop long. »« Je ne veux pas attendre plus longtemps, » dit-il en la regardant avec une certaine vulnérabilité. « Si cela te convient. »« Cela me convient, » dit-elle en lui serrant la main. « 2 mois, c'est parfait. » Il expira de soulagement. « Alors, il reste une chose, » dit-il en sortant une petite boîte de velours de la poche de sa redingote. « Je voulais que nous choisissions la bague ensemble, mais j'ai celle de ma famille. Elle appartenait à ma mère. Je veux te la montrer. » Il ouvrit la boîte, et Cordelia eut un hoquet de surprise. La bague était d'une grande finesse, un mince anneau d'or sorti d'un saphir d'un bleu profond, entouré de petits diamants. La pierre n'était pas très grosse, mais pure, brillante comme un éclat de ciel nocturne. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Elle l'a portée toute sa vie, » dit Julien en sortant la bague de son écrin. « Mon père la lui a offerte pour leur mariage. Ma mère voulait que je la donne à la femme que j'aimerais. J'espère que cela te plaît ?» Cordelia le regarda, le cœur serré de tendresse. « Si cela me plaît, Julien, c'est un honneur, un immense honneur. » Il prit délicatement sa main gauche et passa la bague à son annulaire. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Cordelia leva la main, admirant la pierre qui scintillait à la lumière du soleil. « Tu es ma fiancée maintenant, » dit Julien doucement, officiellement. Elle le regarda, souriant à travers les larmes qui lui montaient soudain aux yeux. « Je suis à toi. » Il l'attira contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que les nuages flottaient à l'extérieur et que le silence régnait dans la maison. L'annonce des fiançailles Pellemana apparut dans le Times le lendemain. Cordelia la lut au petit déjeuner, et les mots lui semblaient irréels. Le marquis de Penhurst, Julian Hartley, et la duchesse de Claremont, Cordelia Fairfax, ont la joie d'annoncer leurs fiançailles. Le mariage aura lieu en juillet. Les familles du fiancé et de la fiancée remercient pour les félicitations et les vœux de bonheur. Court, sobre, mais suffisant pour faire parler tout Londres. Et Londres parla. Dès le déjeuner, Cordelia reçut une dizaine de billets de félicitations. Lady Elizabeth Marlbrook écrivait qu'elle avait toujours su qu'il y avait une étincelle entre eux. La comtesse de Holborn admirait ce couple magnifique. Caroline Bennet envoya un bouquet de roses blanches avec un mot. « Je suis si heureuse pour toi. Passe me voir absolument. Tu me raconteras tout. » Mais il y eut aussi d'autres lettres. La vicomtesse de Chadwick faisait allusion à une décision hâtive. Mrs. Eleanor Graham s'étonnait de là. Brièveté de la cour. Quelques dames des cercles les plus âgés exprimaient leur espoir de voir la raison l'emporter. Cordelia les lut calmement, sans prêter attention aux piques. Elle savait que les commérages étaient une partie inévitable de la vie en société. Les gens parleraient toujours. L'important était de ne pas leur donner matière
à un véritable scandale. Le soir même, ils se rendirent à une réception chez Lord et Lady Hertford, l'un des couples les plus influents de la haute société. Leur hôtel particulier de Belgravia était immense, avec des colonnes de marbre à l'entrée, des lustres de cristal dans le hall et des portraits d'ancêtres qui les observaient du haut des murs avec des regards sévères. Cordelia portait une robe de soie d'un bordeaux intense, avec un décolleté profond mais élégant et des manches courtes bordées de dentelle. À son cou, une fine chaîne en or avec un pendentif en saphir assorti à sa bague de fiançailles. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, quelques boucles s'échappant sur ses épaules. Julien vint la chercher dans son équipage. Quand elle sortit, il se figea en la voyant. « Tu es incroyable, expira-t-il. Tu n'es pas mal non plus, sourit-elle en admirant sa redingote bleu nuit, son gilet blanc brodé d'argent, sa cravate parfaitement nouée. Il l'aida à monter dans la voiture et s'assit à côté d'elle. Une fois les portes fermées, il prit sa main et la porta à ses lèvres. « Prête à être dévisagée ?» demanda-t-il. « Prête à tout, tant que tu es à mes côtés. » La réception battait son plein quand ils arrivèrent. La salle de bal scintillait. Bougies dans les lustres de cristal, miroirs au cadre doré reflétant la lumière. Dames en robe éclatante, gentlemen en redingote sombre, serveurs se faufilant avec des plateaux de champagne et de canapés. L'orchestre jouait une mélodie légère. Des couples tourbillonnaient dans une valse. Lorsque Cordelia et Julien entrèrent, les conversations s'apaisèrent un instant. Tous les regards se tournèrent vers eux. Puis Lady Hertford, une femme élégante, aux cheveux gris et au regard perçant, s'approcha d'eux avec un large sourire. « Duchesse, marquise, quelle joie de vous voir. Recevez mes sincères félicitations. »« Nous vous remercions, Lady Hertford, » sourit Cordelia. « Vous êtes toutes deux magnifiques, » dit Lady Hertford en les jaugeant d'un regard expert. « Un couple parfait. J'ai toujours dit que le marquis de Penhurst était l'un des partis les plus convoités de Londres. Je suis ravi qu'il ait enfin fait son choix. » Julien s'inclina, mais Cordelia remarqua un léger sourire au coin de ses lèvres. La demi-heure suivante se passa en une succession de félicitations. Les gens s'approchaient, serraient des mains, faisaient des compliments. Certains sincèrement, d'autres avec une curiosité à peine dissimulée. Cordelia se comporta de manière impeccable. Elle souriait, remerciait, répondait aux questions poliment, mais sans entrer dans les détails. Julien ne la quitta pas d'un pas. Sa main était constamment posée sur son coude ou dans son dos, un contact léger qui lui rappelait « Tu n'es pas seul ». Puis l'orchestre entama une valse, et Julien se tourna vers elle. « M'accordes-tu cette danse ?» demanda-t-il doucement. « Avec plaisir. » Il la conduisit sur la piste de danse, et ils se mirent à tourbillonner. Cordelia n'avait pas dansé depuis la mort d'Edward. Elle avait oublié ce que c'était que de se mouvoir au rythme de la musique, de sentir son partenaire la guider, de se fier à ses mouvements. Mais avec Julien, tout était naturel. Il dansait avec assurance, mais sans être directif, lui laissant de l'espace tout en la tenant fermement. Leurs corps bougeaient à l'unisson, comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. « Tu danses merveilleusement bien, » murmura-t-elle. « C'est toi qui m'inspires, » répondit-il en la regardant dans les yeux. Ils tournoyèrent dans la salle, et Cordelia oublia tout le reste. Il n'y avait que d'eux, la musique, et ce moment qui semblait parfait. Quand la valse se termina, Julien ne la lâcha pas tout de suite. Il s'attarda, la regardant comme s'il voulait mémoriser chaque trait de son visage. « Veux-tu sortir sur la terrasse ?» demanda-t-il à voix basse. « Prendre l'air ?» Cordelia acquiesça. Ils passèrent par les portes vitrées pour accéder à une large terrasse, donnant sur le jardin.
L'air nocturne était thé frais, embaumant la rose et le jasmin. Dans le ciel, brillait une pleine lune, jetant une lumière argentée sur les allées et la fontaine. Julien retira sa redingote et la posa sur ses épaules. « Je ne veux pas que tu aies froid. »« Merci, » dit-elle en s'enveloppant dedans, sentant la chaleur et le parfum de son eau de Cologne. Ils longèrent la balustrade, contemplant le jardin en contrebas. Au loin, la musique se mêlait au brouhaha des conversations de la salle de bal. Mais ici, c'était calme, presque intime. Fatigué, demanda Julien en s'arrêtant au bord de la terrasse. « Un peu, » admit-elle, mais une fatigue heureuse. Il se tourna vers elle et prit ses mains dans les siennes. « Cordélia, je veux que tu saches. Je comprends que tout cela est arrivé vite, trop vite peut-être. Et si tu sens que tu as besoin de plus de temps... » « Non, » dit-elle en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin de plus de temps. J'ai déjà attendu 2 ans. C'est suffisant. Mais je ne veux pas que tu le regrettes. » Sa voix était basse, inquiète, d'avoir accepté si vite, sans y avoir bien réfléchi. Cordélia le regarda et vit le doute dans ses yeux. Pas un doute sur elle, sur lui-même. Il craignait de ne pas être à la hauteur de ses attentes, de la décevoir. Elle leva la main et toucha sa joue. « Julien, » dit-elle doucement, « je sais ce que je fais. Je te choisis. Pas parce que je n'ai nulle part où aller, pas parce que j'ai peur de rester seul, mais parce que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie avec toi. N'est-ce pas suffisant ?» Il ferma les yeux, pressant son front contre sa paume. « Plus que suffisant, » murmura-t-il. « C'est juste que j'ai si peur de tout gâcher. »« Tu ne gâcheras rien, » dit-elle en l'attirant plus près et en l'enlaçant. « Nous sommes ensemble et nous surmonterons tout. » Julien la serra en retour, fort, désespérément. Ils restèrent ainsi sous la lumière de la lune, tandis que la musique jouait et que le monde continuait de tourner autour d'eux. La semaine suivante, les préparatifs du mariage commencèrent et Cordélia rencontra la couturière, choisissant les tissus pour sa robe. Elle voulait quelque chose d'élégant, mais pas ostentatoire. Elle opta finalement pour un satin gris pâle avec des broderies argentées. Strict mais somptueux. Julien s'occupait de l'organisation de la cérémonie. Elle aurait lieu dans une petite église de Mayfair, fréquentée par leur famille. Pas trop fastueuse, mais astucieuse, mais digne. Ensuite, une réception dans son domaine de campagne, Penhurst Hall. Un soir, Julien l'y invita, pour lui montrer la maison où il vivrait. Ils quittèrent Saint-Londres de bonne heure, alors que la ville s'éveillait à peine. Le trajet dura environ 2 heures. Le domaine se trouvait dans le Kent, au milieu de collines verdoyantes et de chênailliers. Lorsque la voiture s'engagea dans l'allée d'accès, Cordélia aperçut la demeure principale, un bâtiment de 3 étages en briques rouges, avec de hautes fenêtres couvertes de lierre. Le toit était d'ardoise grise. Les cheminées se dressaient comme des sentinelles. Devant la maison s'étendait une pelouse bien entretenue, plantée de vieux ormes qui projetaient des ombres délicates. « Le voici », dit Julien lorsque la voiture s'arrêta. « Penhurst Hall, ma maison. Bientôt, notre maison. » Cordélia descendit, contemplant la demeure. Elle n'était pas aussi grande que Claremont House, mais plus accueillante, plus vivante. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Julien sourit et lui prit la main. « Viens, je vais te faire visiter. » Ils entrèrent dans le hall, spacieux, avec des lambris de chêne au mur, une cheminée de pierre grise, un large escalier menant à l'étage. Au mur étaient accrochés des portraits, les ancêtres de Julien, des hommes si sévères et des femmes élégantes en tenue d'époque révolue. « C'est ma mère, » dit Julien en s'arrêtant devant un portrait. Une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux sombres et aux yeux bruns, très semblables aux siens. Elle souriait, d'un sourire léger et chaleureux. « Elle est belle, » dit Cordélia. « Tu lui ressembles. »« Oui, » acquiesça-t-il. « Elle est morte quand j'avais 15 ans.
de la fièvre. Mon père ne s'en est jamais remis. Il a vécu encore 5 ans, mais comme éteint. Cordelia lui serra la main. Elle comprenait cette douleur, celle de perdre quelqu'un qu'on aime. Ils firent le tour de la maison. Julien lui montra les pièces, la bibliothèque avec ses milliers de livres, le salon de musique avec son piano à queue, la salle à manger avec sa longue table en chêne, les chambres à l'étage. Puis, ils sortirent dans le jardin. Le jardin était immense. Des allées, des haies taillées, des parterres de roses, de lavandes, de pivoines. Au centre, un petit étang avec des nénuphars où nageaient bientôt des poissons rouges. Les arbres bruissaient dans le vent, les oiseaux chantaient, et l'air était empli du parfum des fleurs. « C'est si calme ici, » dit Cordelia en fermant les yeux. « Si paisible. »« Et oui, » dit Julien en passant un bras autour de ses épaules. « J'aime cet endroit. Ici, je peux réfléchir, être moi-même. » Ils longèrent net l'étang et s'arrêtèrent près d'un banc sous un vieux saule. « Bientôt ce sera notre maison, » dit Julien doucement. « Tu pourras changer tout ce que tu voudras. Réaménager les pièces, refaire les jardins, tout ce que tu souhaites. » Cordelia le regarda. « Je n'ai rien besoin de changer. J'ai seulement besoin que tu sois à mes côtés. » Julien sourit, se pencha et l'embrassa. Doucement, tendrement, comme une promesse. Et Cordelia comprit que pour la première fois depuis de nombreuses années, elle était vraiment chez elle. Le matin du mariage commença sous la pluie. Cordelia se réveilla au son des gouttes frappant la vitre et craigna un instant que ce ne soit un mauvais présage. Mais elle se souvint des paroles de sa grand-mère. Pluie le jour du mariage. Mariage heureux. Le ciel pleure pour que la mariée n'ait pas à le faire. Elle sourit, écarta la couverture et s'approcha de la fenêtre. Londres était enveloppée d'un voile gris. L'eau ruisselait sur les pavés, formant des flaques. Les arbres du jardin ployaient sous les rafales de vent. Mais vers midi, à l'heure de la cérémonie, la pluie devait cesser. C'est ce qu'avait promis le majordome, qui prédisait toujours le temps sans se tromper. « Votre grâce ?» dit Mary en entrant avec un plateau. « Je vous ai apporté votre petit déjeuner. Vous devez manger. Sinon vous serez épuisé ce soir. » Cordelia n'avait pas faim. Une boule d'excitation se nouait dans son ventre, non pas de la peur mais de l'anticipation. Aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, elle deviendrait la femme de Julien. Elle se força à manger un toast au miel et à boire son thé. Mary s'affairait autour d'elle, ajustant les rideaux, disposant ses affaires, jetant des coups d'œil à l'horloge. « Dans 3 heures, la couturière arrivera avec la robe, » dit la domestique. « Et à 10 heures, Madame Lefebvre viendra vous coiffer. » Tout se déroule comme prévu. Cordelia acquiesça, essayant de calmer les battements effrénés de son cœur. Ce n'était pas son premier mariage, mais pour une raison inconnue. Elle était plus nerveuse que 10 ans plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille ignorant ce qui l'attendait. Peut-être parce qu'à l'époque, c'était un devoir, et que maintenant, c'était un choix. La robe arriva à 9 heures précises. La couturière, Madame Bernard, une Française au regard perçant et aux mains agiles, l'apporta solennellement, comme une relique sacrée. Elle était enveloppée dans de la mousseline, et quand on la découvrit, Cordelia eut le souffle coupé. La robe était en lourd satin d'une noble teinte rose crème, la couleur de l'aube. Taille haute, longue manche de la plus fine dentelle. La jupe tombait en plis souples, la traîne s'étirant sur près d'1 mètre. L'ourlet était brodé de fils d'argent représentant des roses et des vignes entrelacées, symbole d'amour et de fertilité. Le corsage était orné de petites perles qui scintillaient au moindre mouvement. « Monsieur Hartley sera ébloui, » dit Madame Bernard en aidant Cordelia à essayer la robe. « Vous serez une déesse. » Cordelia se regarda dans le grand miroir et eut du mal à se reconnaître. La robe la transfigurait, la rendant plus grande, plus mince, plus majestueuse, mais en même temps, plus douce, plus vulnérable. Madame Lefebvre arriva ensuite et s'occupa de sa coiffure.
Elle releva ses cheveux en un chignon haut, fixé par des épingles perlées, mais laissa quelques boucles s'échapper pour encadrer son visage. Une coiffure simple mais élégante, qui soulignait son long cou et ses épaules délicates. « Un voile » demanda-t-elle. Cordelia secoua la tête. « Non, je suis veuve. Le voile ne convient pas. » À la place, elle choisit un diadème fin, en argent, serti de petits diamants, qui jouaient avec la lumière comme des gouttes de rosée. Il avait appartenu à la mère de Julien, et il avait demandé à Cordelia de le porter. Quand tout fut prêt, Mary recula d'un pas et joignit les mains. « Votre grâce, vous êtes magnifique, simplement magnifique. » Cordelia se regarda dans le miroir et sentit quelque chose se serrer en elle. Elle avait vraiment l'air d'une mariée, une vraie mariée, pas la jeune fille qui, 10 ans plus tôt, s'avançait docilement vers l'autel, mais une femme qui choisissait son destin. L'horloge sonna 11h30. Il était temps de partir. La pluie avait en effet cessé. Le ciel était encore couvert, mais 2 timides rayons de soleil perçaient à travers les nuages. L'air sentait la fraîcheur et la terre mouillée. Les rues brillaient, reflétant la lumière des réverbères et des vitrines. La voiture arriva à l'église Saint-Georges, à midi pile. La petite église de pierre grise, aux fenêtres étroites et aux toits pointus, se dressait dans une ruelle tranquille de Mayfair. Cordelia l'avait choisie précisément pour cela, pour son isolement, pour l'absence de foule curieuse. Quand elle descendit de voiture, elle fut accueillie par le vieux vicaire, le père Thomas, un homme bienveillant à la barbe grise qui l'avait mariée la première fois. Il sourit en la voyant. « Duchesse, dit-il doucement, heureux de vous revoir, et heureux que cette fois, vous vous avanciez vers l'autel avec le sourire. » Cordelia sursauta. L'avait-il remarqué? Avait-il remarqué 10 ans plus tôt qu'elle ne souriait pas? « Merci, père, » murmura-t-elle. Il acquiesça et ouvrit la porte de l'église. L'intérieur était frais et silencieux. Des bougies brûlaient sur l'autel, jetant des reflets dorés sur le marbre blanc. Les banques n'étaient qu'à moitié remplies. Seuls les plus proches s'étaient là. Caroline Bennett, Lady Elizabeth Marlborough, le comte de Holborn et sa femme, quelques parents de Julien. Une vingtaine de personnes en tout, pas plus. Et au bout, près de l'autel, se tenait Julien. Il portait une redingote bleu nuit à boutons d'argent, un gilet gris clair, une cravate blanche. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, mais une mèche rebelle tombait sur son front. Il se retourna quand la porte s'ouvrit et leurs regards se croisèrent. Cordelia le vit se figer. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux s'écarquillèrent. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il ne pouvait croire que c'était la réalité. Elle remonta lentement l'allée. Il n'y avait pas de père pour la conduire au bras. Le sien était mort 5 ans plus tôt. Elle marchait seule, et c'était juste ainsi. Elle allait vers lui de sa propre volonté. Ses pas résonnaient sur le sol de pierre. Cordelia ne quittait pas Julien des yeux. Lui aussi ne regardait qu'elle, et ses yeux étaient un tourbillon d'émotions qu'il ne cachait plus. Amour, vénération, bonheur. Quand elle s'arrêta à ses côtés, il lui tendit la main et elle y glissa la sienne. Ses doigts se refermèrent sur sa paume, fermement, avec assurance. « Tu es » commença-t-il à voix basse, mais il s'interrompit, incapable de trouver les mots. « Je sais, » sourit-elle, « toi aussi. » Le père Thomas se racla la gorge et ouvrit son missel. « Mes bien chers frères et sœurs, » commença-t-il solennellement, « nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir ces 2 personnes par les liens sacrés du mariage. » Cordelia écoutait les paroles, familières et anciennes, mais aujourd'hui, elles sonnaient indifféremment. Non pas comme une formalité, mais comme une promesse. Un serment qu'elle faisait non par devoir, mais par désir. Julian Edward Hartley, dit le père Thomas en se tournant vers lui. Consentez-vous à prendre cette femme pour légitimer l'épouse?
à l'aimer et à la chérir, dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux, dit Julien fermement, regardant droit vers Cordelia. Devant Dieu et ses témoins, je le veux. Cordelia Mary Fairfax, dit le vicaire en se tournant vers elle. Consentez-vous à prendre cet homme pour légitime époux? Je le veux, dit-elle sans le laisser finir. Oui, je le veux. Un léger rire parcourut l'église. Le père Thomas sourit. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Julien ne se le fit pas dire 2 fois. Il s'approcha d'elle, la prit par la taille et l'embrassa. Pas chastement, comme il convenait dans une église, mais vraiment, profondément, passionnément, comme si plus rien d'autre n'existait au monde. Quand ils s'écartèrent, ils étaient tous deux essoufflés, et les joues de Cordelia étaient empourprées. « Mrs. Hartley » murmura-t-il en la regardant. « Ma femme. »« La tienne » confirma-t-elle. Et à cet instant, elle comprit qu'elle était vraiment libre. Pour la première fois de sa vie, la réception eut lieu à Penhurst Hall. Le temps qu'ils arrivent, la pluie avait complètement cessé, et le soleil était apparu derrière les nuages, colorant le monde de tons dorés. Le domaine les accueillit avec ses portes grandes ouvertes, des bouquets de roses bideuses blanches dans le hall, et l'arôme de dinde rôtie venant de la cuisine. Les invités étaient réunis dans le grand salon, où des tables étaient dressées avec des mets raffinés. Huîtres, gibier rôti, asperges à la crème, tourtes à la viande et aux champignons, gelées de fruits, biscuits aux amandes. Le champagne coulait à flots, et bientôt les conversations devinrent plus bruyantes, les rires plus libres. Cordelia et Julien étaient assis en bout de table, se tenant la main sous la nappe. Ils ne mangeaient presque pas, se contentant de boire du champagne et de se regarder, comme s'ils ne pouvaient s'en lasser. « Es-tu heureuse » demanda Caroline en s'asseyant à côté de Cordelia. « Honnêtement, plus que je n'aurais pu l'imaginer, » répondit Cordelia. Et c'était la pure vérité. Caroline l'étreignit. « Je suis si contente pour toi. Tu le mérites. » Quand le soleil commença à décliner, les invités se retirèrent. Certains pour Londres, d'autres pour leur domaine. Cordelia et Julien les raccompagnèrent jusqu'au perron, les remerciant pour leurs félicitations, les embrassant, leur disant au revoir. Et enfin, ils furent seuls. La soirée tomba doucement sur le domaine, enveloppant tout d'un crépuscule lilas. Cordelia se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardin où les lucioles commençaient à scintiller entre les buissons. Elle avait retiré son diadème, défait ses cheveux, les laissant tomber librement sur ses épaules. Elle portait encore sa robe, mais avait défait quelques boutons dans le dos pour respirer plus facilement. Julien entra portant 2 verres de vin. Il avait enlevé sa redingote et sa cravate, et déboutonné le haut de sa chemise. Il semblait détendu, mais il y avait une attention particulière dans son regard. « Fatigué » demanda-t-il en lui tendant un verre. « Non » dit-elle en prenant le vin et en buvant une gorgée. « Heureuse, c'est différent. » Il sourit, s'approcha et l'enlaça par derrière. Cordelia s'adossa à lui, sentant la chaleur de sa poitrine contre son dos. « J'ai du mal à croire que c'est réel, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Que tu es là, que tu es à moi. » « Crois-le, » dit-elle en se retournant dans ses bras pour le regarder. « Parce que c'est le cas, pour toujours. » Julien posa son verre sur le rebord de la fenêtre et prit son visage entre ses mains. « Je t'aime, » dit-il simplement, « si fort que parfois, j'ai du mal à respirer. »« Et moi aussi, » dit-elle en se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « Je t'aime, je t'ai toujours aimé. » Le baiser devint plus profond, plus insistant. Julien l'attira plus près, ses mains glissant dans son dos,
cherchant les boutons de la robe. Cordelia ne l'arrêta pas. Elle le voulait, elle le désirait. Ils montèrent à l'escalier jusqu'à la chambre, une grande pièce à haut plafond, avec une cheminée et un large lit à baldaquin. Des bougies brûlaient déjà sur les tables, jetant une douce lumière sur les murs. Un domestique s'en était occupé, et Cordelia le remercia mentalement pour sa discrétion. Julien l'aida à enlever sa robe. Lentement, délicatement, déboutonnant chaque bouton, embrassant chaque parcelle de peau découverte. Cordelia frissonnait sous ses caresses, non de froid, mais d'anticipation. Quand la robe tomba enfin au sol, la laissant vêtue d'une fine chemise de nuit, Julien recula d'un pas pour la regarder. « Tu es magnifique », expira-t-il, « incroyablement magnifique. » Cordelia rougit mais ne détourna pas les yeux. Elle aussi le regardait, ses larges épaules, sa poitrine robuste sous la chemise, ses mains qui la tenaient avec tant de précaution. « Toi aussi », murmura-t-elle. Il rit d'un rire bas et rauque, et s'approcha. Il la prit dans ses bras, comme si elle ne pesait rien, et la porta jusqu'au lit. Il la déposa délicatement et s'allongea à côté d'elle. « Si tu veux que j'arrête, » dit-il sérieusement en la regardant dans les yeux, « dis-le. À tout moment, j'arrêterai. » Cordelia toucha sa joue, passant son pouce sur ses lèvres. « N'arrête pas, murmura-t-elle. S'il te plaît. » Et il n'arrêta pas. Plus tard, quand les bougies se furent consumées et que la lune fut haute dans le ciel, ils étaient allongés dans le lit, couverts d'une légère couverture. Cordelia était sur le côté, la tête sur la poitrine de Julien, écoutant les battements de son cœur. Sa main caressait paresseusement ses cheveux, ses doigts jouant avec les mèches. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À tout le temps que j'ai attendu ce moment, » répondit-elle, et au fait que l'attente en valait la peine. Julien se tourna sur le côté pour voir son visage. Dans la pénombre, ses traits paraissaient rendre plus doux, plus jeunes. « Je ferai tout chaque jour pour que tu sois heureuse, » dit-il. « Je te le promets. »« Tu le fais déjà, » sourit-elle, simplement en étant là. Il l'embrassa sur le front, puis sur le nez, puis sur les lèvres, lentement, tendrement. « Nous avons toute la vie devant nous, » murmura-t-il. « Toute une vie ensemble. Et je veux vivre chaque jour de telle sorte que tu ne regrettes jamais ton choix. » Cordelia se serra plus fort contre lui, sentant une douce chaleur l'envahir. « Je ne le regretterai pas, » murmura-t-elle. « Jamais. » Ils restèrent ainsi en silence, écoutant le bruit du vent dans les arbres et le ululement lointain d'une chouette. Le monde continuait de tourner, mais pour eux, le temps semblait s'être arrêté. Le matin les accueillit avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Cordelia se réveilla la première et resta quelques minutes à regarder Julien dormir. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, détendu, serein. Un bras tendait-tête replié derrière sa tête, l'autre posé sur sa taille. Même en dormant, il ne la lâchait pas. Elle se dégagea doucement, enfila une robe de chambre et s'approcha de la fenêtre. Le jardin en contrebas brillait de la rosée matinale. Les oiseaux chantaient si fort qu'on aurait dit qu'ils donnaient un concert spécialement pour elle. Le ciel était clair, sans nuages, la promesse d'une belle journée. « Bonjour, Mrs. Hartley. » Elle se retourna. Julien était allongé sur le côté, la tête appuyée sur sa main, et la regardait avec un sourire paresseux. « Bonjour, Mr. Hartley, » sourit-elle en retour. « Et pourquoi n'es-tu pas au lit » dit-il en tapotant la place à côté de lui. « Il est encore tôt. » « Je ne pouvais pas dormir, » dit-elle en revenant s'asseoir sur le bord du lit. « Trop de pensées. »« Lesquelles ?» demanda-t-il en prenant sa main et en entrelaçant leurs doigts. « De bonnes pensées, » dit-elle en regardant leurs mains jointes, l'alliance à son doigt. « Sur ce qui nous attend, sur notre vie ici, sur ce qu'elle sera. » Julien l'attira à lui, l'allongea à ses côtés et l'enlaça. « Elle sera ce que nous en ferons, » dit-il. « Peut-être pas parfaite,
Il y aura peut-être des difficultés, mais nous les traverserons ensemble. Cordelia se blottit contre lui, écoutant sa voix, sentant sa chaleur. « Tu sais ce que je veux ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi ?»« Je veux me réveiller comme ça chaque matin. Je veux prendre le petit déjeuner avec toi dans cette petite salle à manger ensoleillée que tu m'as montrée. Je veux me promener dans le jardin. Je veux te lire à haute voix le soir près du feu. Je veux une vie ordinaire, simple, avec toi. » Julien resta silencieux quelques secondes, et quand elle releva la tête, elle vit que ses yeux brillaient. « Tu auras tout cela, » murmura-t-il, « je te le promets. Chaque matin, chaque jour, chaque soir. Tout cela et plus encore. » Elle l'embrassa, longuement, lentement, mettant dans ce baiser tout ce qu'elle ressentait. Gratitude, amour, espoir. Quand ils s'écartèrent, le soleil était déjà plus haut, inondant la pièce d'une lumière vive. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, Cordelia se tenait dans cette même salle à manger ensoleillée, arrangeant des fleurs dans un vase. Des pivoines blanches du jardin, opulentes, parfumées, magnifiques. Dehors, les oiseaux pépiaient, le vent agitait doucement les rideaux, et l'air était empli de l'odeur de l'été. Julien entra, portant un panier de pommes qu'il venait de cueillir. « Il regarde cette récolte, » dit-il en posant le panier sur la table. « Nous allons pouvoir faire une tarte aux pommes, celle que tu aimes tant. » Cordelia se tourna vers lui en souriant. Il portait une simple chemise blanche aux manches retroussées, les cheveux en désordre, une tache de terre sur la joue. Il avait l'air heureux, vraiment heureux. « Nous ?» dit-elle en haussant un sourcil. « Tu comptes m'aider en cuisine ?»« Bien sûr, » dit-il en s'approchant et en l'enlaçant par la taille. « J'ai promis d'être à tes côtés en tout. » Elle rit et le serra en retour. « Alors allons-y, je vais t'apprendre à cuisiner. » Ils se dirigèrent ensemble vers la cuisine, où la cuisinière, Mrs. Collins, joignit les mains en les voyant. « Votre grâce, milord. »« Que faites-vous ici ?»« Nous faisons une tarte » annonça joyeusement Cordelia. « Ne vous inquiétez pas, Mrs. Collins, nous ne vous dérangerons pas. » La cuisinière secoua la tête, mais elle souriait. « Comme vous voudrez, milady. » Ils passèrent la soirée en cuisine, à couper des pommes, à pétrir la pâte, à se salir de farine et à rire comme des enfants. La tarte n'était pas parfaite, la croûte avait brûlé d'un côté et la garniture avait coulé. Mais quand ils la mangèrent au dîner, elle leur parut la plus délicieuse du monde. « Tu sais, » dit Julien en posant sa fourchette, « je n'aurais jamais pensé être si heureux, simplement assis à table avec toi, à manger une tarte de travers et à parler de broutilles. Avant, je croyais que le bonheur était quelque chose de grandiose, de grandes réalisations, la reconnaissance, le pouvoir. Et maintenant je comprends que le bonheur, c'est toi, ici, avec moi. » Cordelia sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se leva, fit le tour de la table et l'enlaça par derrière, pressant sa joue contre son épaule. « Pour moi aussi, » murmura-t-elle. « Tu es mon bonheur. » Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe et que les étoiles s'allument dans le ciel. Puis, ils montèrent dans l'urgentiment dans leur chambre, où le feu brûlait dans la cheminée, où le grand lit les attendait, où la nuit les attendait. Un mois passa, puis 2, puis 3. La vie à Penhurst Hall s'écoulait paisiblement, rythmée par de petites joies, les promenades matinales dans le jardin, la lecture à haute voix près du feu, les visites au village, où Cordelia aidait à l'école locale, les visites d'amis, les soirées tranquilles à deux. Cordelia s'épanouissait. Julien le remarquait chaque jour. Elle était devenue plus ouverte, plus libre, plus elle-même. Elle riait plus souvent, chantait en jardinant, courait pieds sous nus dans l'herbe quand elle pensait que personne ne la voyait. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture dans le jardin,
À regarder les étoiles, Cordélia se tourna vers lui. « Julien » appela-t-elle doucement. « Oui, merci. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« D'avoir attendu, de t'être battu pour nous, de ne pas avoir abandonné, même quand tout semblait impossible, d'être simplement toi. » Julien se tourna sur le côté et la regarda. À la lumière de la lune, son visage semblait presque irréel. « C'est moi qui devrais te remercier, » dit-il, « de ne pas m'avoir laissé être un lâche, de m'avoir forcé à me battre, de m'avoir choisi. » Cordélia sourit et toucha sa joue. « Nous nous sommes choisis l'un l'autre. »« Oui, » dit-il en baisant sa paume, « et je te choisis chaque jour, encore et encore. » Ils restèrent allongés sous les étoiles, se tenant la main, et Cordélia songeait à quel point la vie était étrange. Combien de temps elle avait cherché sa place, combien de temps elle s'était sentie perdue. Et maintenant, ici, dans ce jardin paisible, avec cet homme à ses côtés, elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Un foyer, l'amour, elle-même. « Julien, » murmura-t-elle. « Oui, je suis heureuse. » Il lui serra la main plus fort. « Moi aussi. » Et ces mots suffisaient. Suffisant pour savoir que quoi que l'avenir leur réserve, ils le traverseraient ensemble. Suffisant pour croire que leur histoire ne faisait que commencer. Suffisant pour aimer maintenant, demain et toujours. Cordélia et Julien vécurent une longue vie à Penhurst Hall, entourés d'amour, de rire et de ce bonheur tranquille qui ne vient pas des grands événements, mais des petits moments partagés avec celui qu'on aime. Leur histoire devint une légende dans leur cercle. L'histoire d'un amour véritable qui valait la peine d'attendre, d'un honneur et d'une passion qui pouvaient coexister, et du fait que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'autoriser à être heureux.